Vraiment très content d'être ensemble aujourd'hui pour cette conférence sur le miroitement. Euh, on est, euh, on est toujours un peu étonné de parler de ce sujet. Moi, ça me fait toujours toujours un petit effet. Ça fait quand même quelques années qu'on travaille sur ce sujet dans l'Institut, le miroitement de l'âme. Et je dirais que la façon dont j'ai été amené à en parler évolue avec le temps. Et euh, voilà, mais peut-être pour commencer, je dirais que le miroitement de l'âme, c'est vraiment un outil relationnel. Et c'est une pratique finalement pour travailler sur cet espace, ce monde relationnel qui en fait fait partie intégrante de notre expérience, mais avec lequel on n'a pas nécessairement toujours une conscience euh, d'hygiène, de soins. On est très conscient de l'importance de prendre soin de sa santé. Ça, je pense que c'est quelque chose de très évident pour tous. On nous apprend ça à tout petit. Se laver les mains, euh, faire attention, pas se cogner ou frapper ses petits camarades parce que le corps, il est sensible et puis ça fait mal. Ça, on est tous conscients de cette notion d'intégrité du corps. On est tous aussi conscients de la manière dont on prend soin de notre énergie. C'est pas la même chose que l'intégrité du corps. La santé, on peut dire vraiment physique, c'est pas tout à fait la même que la santé énergétique. La santé énergétique, c'est pourquoi on va se coucher le soir. On dort. Et cette période de sommeil, eh ben en fait, elle est nécessaire pour le rétablissement de l'ensemble on va dire des systèmes qui sont activés pendant la journée. Donc cette notion de sommeil, de pause, j'ai envie de dire, c'est vraiment quelque chose de très évident pour la santé, ça on le sait, l'importance du sommeil. Ça touche vraiment le côté énergétique. Dans le côté énergétique, il y a encore d'autres aspects qui sont peut-être un petit peu moins évidents, mais et qui touchent notre quotidien. J'ai quasiment envie de vous poser la question, ce que vous en pensez. Mais peut-être que je vais calmer mes ardeurs d'interaction. Mais c'est intéressant de se questionner là-dessus, sur cette santé énergétique. Quelles sont les choses dans notre quotidien qui participent à cette santé? Donc on sait le sommeil. Une des choses que l'on sait aussi, c'est la respiration. Donc si on respire mal, si on a des problèmes de cloison nasale par exemple, ou des sinus qui sont un petit peu étroits, il peut y avoir toutes sortes de raisons. Il y a tout un domaine, par exemple, dans le travail dentaire, avec le travail sur les dents, le maxillaire, qui peuvent avoir des implications sur cette notion de respiration. Et la respiration, en fait, elle a un rôle très important sur l'oxygénation du cerveau, principalement, on va dire. Et ça, c'est quelque chose de très important sur justement la régulation de notre énergie. Donc, quand on parle du travail énergétique, on ne parle pas de l'intégrité du corps, mais on parle plutôt de la circulation des énergies du corps. Donc, ce n'est pas des choses qui touchent à la survie, mais c'est des choses qui touchent au bon fonctionnement de l'organisme. Donc, on pourrait dire, par exemple, aussi au niveau énergétique, il est essentiel de manger, ça serait pour le corps, mais après, la manière dont on va manger, les choses que l'on va manger, je dirais que c'est presque plus quelque chose qui touche le côté énergétique. C'est pour ça que quand on est un grand sportif ou des sportifs de haut niveau, ils ont une vigilance tout à fait particulière par rapport à leur nutrition pour leur pic de performance. Mais les gens qui sont pas dans cette logique de grande décharge d'énergie,
ont moins cette attention spécifique par rapport à exactement qu'est-ce qu'ils mangent, les bonnes proportions, les bons équilibres, la quantité d'eau. Vous voyez ce que je veux dire, un petit peu la distinction entre la spécificité de comment on mange pour avoir beaucoup d'énergie versus la nourriture pour la vivre. C'est quand même deux aspects vraiment différents. Donc, c'est déjà intéressant de comprendre un petit peu la différence entre la santé physique et puis la santé énergétique. Comment on doit prendre soin de ça aussi. Par exemple, aller dans la nature, bouger physiquement, l'activité physique, c'est quelque chose aussi de très important au niveau de l'énergie. Pour faire circuler, enlever un ensemble de toxines dans le corps. Ça, on le sait, le système de libération des toxines est vraiment activé dans l'activité physique. Donc, c'est une autre composante de la santé à laquelle on est quand même assez bien éduqué malgré tout. Ça fait partie des choses qui sont dites tout jeune. À l'école, on nous apprend l'importance de bien manger, de respirer, de faire du sport, de bouger. Mais quand on parle de santé, il y a un ensemble de facettes. La santé physique, la santé énergétique. Et puis, il y a une autre facette qui est de la santé émotionnelle. Alors, cette santé-là, elle mérite aussi qu'on en prenne soin, comme toutes les autres. Et j'ai envie de dire, le travail de miroitement, il est un petit peu orienté sur cette facette-là, cette hygiène émotionnelle, qui finalement a vraiment tout un impact dans notre quotidien. Mais pour certaines personnes, j'ai envie de dire, c'est pas si essentiel que ça. Et c'est un petit peu comme les différentes santé dont on va parler. Cette santé émotionnelle, certains y mettent beaucoup d'accent, veulent devenir des champions olympiques du plan émotionnel. Puis d'autres, voilà, j'ai envie de dire, ne mettent pas autant d'efforts. On n'est pas tous des athlètes dans le corps physique. On n'a pas tous besoin d'être des athlètes dans le plan émotionnel, ou on n'a pas tous besoin. En tout cas, c'est un souhait idéal. Mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu en fonction de l'intérêt, de l'élan, de ce qui nous appelle. Je pense que vous comprendrez ce que je veux dire quand je dis ça, dans le sens, il y a plusieurs facettes dans la santé. Il y a des facettes avec lesquelles on a été familiarisé enfant et qui nous appellent, qui nous attirent, puis d'autres avec lesquelles on est un petit peu moins en affinité. Mais c'est sûr que si on n'a pas été tellement éduqué quand on était enfant à développer ces facettes ou à être familiarisé avec elles, c'est un petit peu limitant, c'est un peu dommage. Puis ça réduit différents aspects de notre vie au quotidien qui sont importants. Donc la santé émotionnelle, c'est vraiment l'élément qui va jouer sur toutes nos interactions avec notre environnement. Et Dieu sait que les interactions sont importantes pour nous donner la saveur relationnelle, le plaisir d'être ensemble, la capacité à faire des groupes, à interagir, à communiquer, à échanger. Et c'est ça. Si on a envie de créer des interactions puissantes, belles, inspirantes, que ce soit dans notre famille, dans notre couple, ou dans les groupes de travail avec lesquels on va se trouver, ou quand on est impliqué dans des organisations plus larges, qu'on a envie de sentir ce bonheur d'être ensemble, ce ressenti de bonheur, on a besoin d'une hygiène relationnelle, on a besoin d'une éducation dans ce domaine relationnel. De la même manière que si on veut se sentir très énergique, on a besoin aussi d'avoir une éducation par rapport à cet aspect énergique. On le sait très bien pour les athlètes. Au niveau émotionnel, si on a vraiment envie de se sentir heureux relationnellement, là aussi, il y a des règles, il faut se coucher le soir, il faut prendre des repas particuliers, il faut faire attention à certaines choses. Et j'ai envie de dire, le miroitement de l'âme, c'est un petit peu, on va dire, une pratique qui s'inscrit dans ce soin relationnel, dans ce soin émotionnel. J'ai quasiment envie de parler des autres santé un peu, parce qu'on se dit, mais on va pas s'arrêter juste aux trois premières. Je pense qu'on aime avoir une vision un peu complète des choses pour se dire, ah oui, celle-là, ah oui, celle-là. Donc, si c'est votre cas, continuons un petit peu les différentes santé. Donc la santé suivante, c'est la santé intellectuelle.
Donc c'est la partie en nous qui a besoin de réfléchir, de comprendre, de faire des liens. C'est vraiment la dimension en nous qui veut comprendre le monde qui l'entoure. On va dire c'est les scientifiques, les chercheurs. On a tous une facette de chercheurs. On veut tous à un certain degré comprendre le monde, mais jusqu'à quel point? Et ben, de la même manière, on peut dire on a une santé intellectuelle. On a une comment on pourrait caractériser cette notion de santé intellectuelle? C'est le fait d'avoir une manière de travailler pour acquérir la connaissance. C'est un petit peu comme si la santé intellectuelle, c'est savoir ranger les informations qui nous arrivent, pour pas qu'on entre dans une sorte de chaos. On pourrait dire c'est savoir qu'on peut pas mettre les romans avec les documentaires, vous voyez, si on imagine une bibliothèque et tous les livres, imaginez une bibliothèque où tous les livres sont complètement mis chaotiquement dans l'espace. Comment vous allez pouvoir aller vite chercher des informations si vous avez besoin de travailler, d'être efficace? Voilà. La santé intellectuelle, c'est justement non seulement l'attrait de la connaissance, mais aussi l'organisation de la connaissance. Et donc pour ça aussi, c'est important d'avoir voilà, un accompagnement, une guidance, certains principes de santé intellectuelle. Voilà. Savoir à quoi sert l'information, comment on peut l'utiliser dans notre vie pour se sentir mieux, comment on peut approcher les problèmes, les réfléchir de façon intelligente et constructive. Donc ça serait vraiment des éléments de cette notion de santé intellectuelle. Et bien sûr, dans un groupe, il y a des gens qui sont des passionnés de compréhension, de recherche. Donc pour ces personnes-là, ça va vraiment être important de savoir comment organiser leurs informations en eux. Pour d'autres, c'est peut-être un petit peu moins essentiel. Mais bon, je pense que pour tous, vu qu'on est de plus en plus dans une ère d'information, cette santé-là, elle est importante. Et d'ailleurs, on le voit bien maintenant avec l'intelligence artificielle et l'informatique. Toute l'information est accessible, mais comment on navigue pour trouver les choses, comment on a le discernement pour les analyser, les traiter, les placer correctement, pas se laisser entraîner par les choses qui nous sont dites sans discernement. Donc c'est vraiment un aspect de la santé et je pense qu'on va devoir la développer de plus en plus, cette santé-là, avec le temps. Alors une autre santé après celle-là, c'est la santé socio-professionnelle ou la santé occupationnelle. Ça dépend un petit peu, peu importe, vous comprenez l'idée. Donc cette santé-là, c'est le fait c'est pas de veiller à l'intégrité de notre corps, de veiller à l'énergie qui circule dans notre corps, de veiller à notre capacité de créer des relations heureuses, nourrissantes et d'avoir ce sentiment de communauté, de lien, d'ambiance, de connexion avec les autres. C'est pas cette santé qui nous aide à pouvoir aller chercher l'information, comprendre le monde, faire des liens, faire du sens. Là, c'est la santé qui nous donne notre place dans l'environnement social dans lequel on se trouve. Comment on peut contribuer, comment on peut apporter notre pierre à l'édifice sociétal. Parce que dans une société, dans une communauté, on a besoin de sentir qu'on a une place. C'est voilà la santé socio-professionnelle. Ça fait partie de notre équilibre d'être, que cette santé-là, on en prenne soin. Et c'est pour ça que c'est tellement important de veiller à rester le plus en alignement possible avec le travail que l'on fait, par exemple. Et que parfois, on peut être amené à faire une chose, puis ensuite une autre, parce qu'on est guidé vers d'autres choses. Mais que si on n'est pas heureux dans notre travail, c'est pas une histoire relationnelle, c'est pas une histoire énergétique, c'est vraiment que on ne se sent pas contribuer. Ça fait vraiment partie de la santé. Beaucoup de dépressions sont issues de ces réalités-là. Donc, un petit mot sur cette santé socio-professionnelle. Et puis, il y a une autre santé encore qui pas nécessairement toujours vraiment facile à saisir, mais qui est finalement en fait très importante. C'est la santé de l'environnement, environnementale. C'est-à-dire c'est notre rapport à la nature, notre rapport à la terre, notre rapport, on va dire, à l'environnement naturel. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que aller respirer l'air pur. C'est quelque chose qui touche
le sentiment d'être un être humain sur la Terre en relation avec les éléments. Quelque chose de pas facile à décrire, mais en même temps tellement intrinsèquement relié à notre existence. Donc, voilà, c'est un petit point qu'on peut laisser comme ça, sans grande élaboration, mais ça fait partie, pour un être humain, de développer un lien sain et nourrissant avec la nature d'une façon ou d'une autre. Alors certains vont être beaucoup plus sensibles à ça, d'autres vont être moins sensibles, ou c'est des périodes de vie, par exemple, on est dans une phase de recherche, d'études, d'apprentissage, on est dans la grande ville, on est à l'université, c'est bouillonnant, etc. Puis à un moment donné, on sent qu'on a besoin de revenir un peu plus proche de la nature. C'est vraiment quelque chose qui peut arriver. Donc voilà, la santé environnementale. Et la dernière des santé, c'est la santé spirituelle. Cette santé-là, elle nous amène à trouver un sens, justement, à notre existence, pas seulement en relation avec la Terre où on se trouve, mais vraiment par rapport aux humains et par rapport à notre mortalité. C'est-à-dire cette capacité que l'être humain a à devenir conscient qu'il va mourir, puisqu'il le voit autour de lui, il comprend la notion de naissance et de mort. Comment il est capable d'intégrer sa finitude, sa mortalité, et comment il peut construire une représentation du monde dans laquelle cette finitude, cette mortalité, elle peut avoir un sens, elle peut lui permettre de se sentir en fait en cohérence, bien. Et donc voilà, c'est tout le sujet de cette santé spirituelle, le sens de pourquoi on est là. Et souvent, on a une vision du spirituel qui est un peu religieuse, parce que c'est souvent ça qui a été peut-être présenté à nous. Mais en réalité, le spirituel, c'est pas religieux dans l'absolu, c'est vraiment un espace de questionnement sur le sens de notre existence et de notre finitude. Les religions, justement, ont proposé des contextes d'explication, des systèmes d'explication pour justement répondre à ce questionnement fondamental qui est en nous tous. Et voilà, certains l'ont présenté d'une façon, d'autres d'une autre. Mais on est tous devant ce questionnement-là et certains vont y être plus sensibles, d'autres moins, mais on y est tous confrontés. Donc voilà un petit peu un panel de ces différentes santé qui constituent, on pourrait dire, la santé holistique. Et je dirais que ce qui fait que moi je me suis particulièrement intéressé à cette santé émotionnelle et finalement à cet outil qui s'est développé petit à petit dans mon cheminement, dans ma pratique, le miroitement de l'âme, c'est que en fait, je me suis rendu compte que pour toutes ces différentes santé, je dirais que cette dimension émotionnelle, elle nous permet de bénéficier de la richesse des autres. Si on veut grandir dans ces différentes santé, la santé physique, la santé énergétique, la santé émotionnelle, la santé intellectuelle, la santé socio-professionnelle, la santé environnementale, la santé spirituelle, si on veut se développer, si on veut grandir en tant qu'être humain, on va être obligé de rentrer en relation avec d'autres humains qui ont eux aussi fait le chemin, parcouru ces étapes, expérimenté toutes sortes d'éléments dans leur vie, se sont confrontés à ces questions aussi. Et ça va faire partie pour notre développement d'aller chercher chez eux des richesses, des enseignements, une expérience. Et quand on va vouloir rentrer en relation avec ces personnes pour nous développer dans ces différentes santé, quelle que soit celle qui nous intéresse le plus, eh bien, on va devoir rentrer en relation. Donc, la relation, je dirais, elle est partie intégrante de notre existence terrestre, parce qu'on arrive grâce à une relation d'amour. Voilà, un être humain arrive par un espace relationnel. Alors, j'entends déjà peut-être des perspectives qui diraient oui, mais il n'y a pas toujours de l'amour. En sujet, qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour?
Ouais, grand sujet. Certains disent l'amour, c'est la vie. Donc, si la vie est là, il doit y avoir une forme d'amour à quelque part. Donc, en tout cas, on arrive à travers une relation. Ensuite, cette relation, elle se développe entre le bébé dans le ventre de la mère et sa mère. Il y a une nouvelle relation qui s'installe. L'enfant va être formé, pétri par cette relation intime, intrinsèque. Et puis ensuite, quand l'enfant sort du ventre de la mère à la naissance, eh ben encore, il va être en relation avec la mère de façon très étroite au début, puis avec le père, peut-être les frères et sœurs, la famille. Et petit à petit, on se développe, mais la dimension relationnelle, elle est vraiment au cœur de la vie, en fait, au cœur de cette base sur laquelle on va pouvoir croître et se développer. Donc, prendre soin de l'aspect relationnel, c'est prendre soin un petit peu du canal par lequel toutes les autres santé vont pouvoir se développer, vont pouvoir voilà, grandir. Et donc, je dirais que c'est un peu ça qui a fait que, dans mon cheminement, je me suis rendu compte vraiment que cet espace relationnel, il était vraiment central. Central dans notre existence, puis central aussi pour le développement, quelle que soit la spécificité avec laquelle on va choisir ce développement, plus certains aspects, plus d'autres. Mais au final, la relation, elle est au cœur. Elle est au cœur. Donc, voilà, c'est un petit peu ce cheminement qui m'a amené en fait, à réaliser à quel point il était important de développer des outils relationnels pour pouvoir créer des espaces les plus propices à l'apprentissage. L'apprentissage dans ce sens de transmission, de partage de ce que les uns et les autres portent. Et donc, j'ai envie de dire, c'était un peu ça qui a mis en place, on va dire, l'élan, de dire, travaillons sur cet espace. Comment on pourrait créer des conditions pour permettre au mieux ces échanges, ces interactions, et voilà, en cherchant, en réfléchissant, en pratiquant. Une des choses que je me suis rendu compte, c'était que il était vraiment essentiel de pouvoir faire cette pratique relationnelle dans des espaces les plus favorables, les plus propices. Et puis ça implique que chacun ait le temps de pouvoir exprimer, dire, sentir, qui est vraiment comme un espace de qualité. Et donc c'est ça qui a fait aussi que cette pratique de miroitement, elle se fait en petits groupes. Parce que si on veut, peut-être que je pourrais ajouter, c'est que travailler l'aspect relationnel, bien sûr, il y a une dimension intellectuelle d'abord, qui est quand même précieuse, comprendre un petit peu ce qu'on dit là, comprendre un petit peu le pourquoi c'est tellement un espace important. Et puis quand on a compris vraiment à quel point c'était quelque chose de central dans l'expérience, ben pour le pratiquer, pour le travailler, ça nous prend une ambiance plus propice où chacun peut apprendre à exprimer, à recevoir, à donner, à recevoir. Et la notion d'intimité, c'était quelque chose qui est apparu petit à petit de plus en plus comme essentiel, comme une évidence. Peut-être parce que on n'a pas nécessairement eu des contextes qu'on a pu se pratiquer à échanger en intimité. Donc, donc ça, cette notion-là, je la trouvais vraiment très précieuse. Elle m'a beaucoup saisi, en fait. J'en parle maintenant parce que pendant longtemps dans mon parcours, j'ai vraiment cru que quand on était en grand groupe, on pouvait vraiment vivre ce ressenti de communion, d'interaction, d'échange profond. Puis je me suis rendu compte que peut-être à un certain degré, oui, mais au niveau plus conscient, plus intime, ça nécessitait quand même des espaces plus intimes, plus protégés. Donc ça, je dirais que ça a été comme une belle découverte aussi pour moi. Et dans ce travail de miroitement, cette pratique de miroitement, on le fait en petits groupes pour justement donner cet espace. Alors, cette pratique, de quoi il en retourne? Quelques mots dessus. Eh bien, elle est basée sur quelque chose en fait de très évident, de très simple. Et j'aime beaucoup cette image
J'aime beaucoup cette image, en fait, cette idée qui dit au commencement était un regard d'amour. Moi, je sens que ça me parle vraiment beaucoup. Je sens que ça exprime bien c'est quoi cette idée, en fait, du miroitement de l'âme. Parce qu'on voit tous cette image de l'enfant qui naît et de la mère qui regarde son enfant, du père qui regarde son enfant. Et on le sait tous à quel point ces premiers regards sont tellement formateurs pour l'enfant, imprégnants, puissants, pénétrants. On sait tous aussi qu'en général, le sentiment amoureux commence par le regard, on se regarde, et puis il y a quelque chose qui passe. Donc le regard, c'est quand même un très bon, une très bonne porte d'entrée pour entrer en relation à l'autre, pour créer une connexion profonde, authentique. Et donc cette pratique du miroitement, bah, c'est l'idée d'apprendre à se mettre dans une disposition pour percevoir le côté inspirant, touchant, beau que l'on peut percevoir chez l'autre. C'est un petit peu se mettre en réceptivité de de ces qualités, de cette beauté qui émane et qui nous touche. On peut dire de cette lumière en réalité, c'est une forme de lumière. C'est un petit peu le langage on a commencé à utiliser avec le miroitement, c'est cette lumière qui émane et le fait de se dire je me place en disposition à recevoir cette lumière. Un petit peu comme quand on parle du verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est nous qui choisissons. C'est nous qui décidons comment on veut rentrer en relation avec le verre. Ben, j'ai envie de dire, de la même manière, c'est un petit peu ça aussi l'idée du miroitement, c'est créer un espace dans lequel on se met tous dans cette disposition où on veut regarder d'abord la lumière en premier. Et quand on se met dans cette disposition, quand on se place tous ensemble dans cet état d'esprit, eh bien, une synergie s'installe. Les, on va dire les êtres s'harmonisent autour de cette intention et il se passe des choses. Il se passe des choses dans le sens que on devient de plus en plus sensible et le concept de ce travail de miroitement, c'est que au lieu d'être juste un à un à faire ce travail d'être à l'écoute de cette lumière chez l'autre, eh ben on le fait en équipe, en petite équipe. C'est-à-dire, si on est un groupe de 3 ou de 4, eh ben c'est les 2 ou les 3 personnes qui vont se mettre dans cette disposition d'accueil de cette lumière, de ce qui les touche, et qui vont refléter, miroiter ce qui les a touchés, ce qui les a inspirés. Et progressivement, on reçoit, quand on est celui qui reçoit le miroitement, ben on reçoit ces regards d'amour qui viennent souvent combler, on va dire, répondre à peut-être des facettes de nous qui n'ont peut-être pas été vues dans le cheminement de notre vie. On n'a pas nécessairement été toujours vu, perçu par notre environnement sur ces facettes. Et là, le fait de se concentrer un peu plus dessus et de le faire les uns avec les autres, en sachant que nous on le fait, les autres le font, eh bien, il y a un effet voilà, de, de développement, d'épanouissement sur des aspects qui, n'ayant pas été vus, elles restent un petit peu en sourdine ou cachées, et donc des facettes de nous se révèlent, commencent à apparaître. Et voilà, en apparaissant et en étant soutenu dans dans cet éveil, eh bien voilà, notre identité commence à prendre une dimension peut-être plus complète, plus riche, plus belle. Voilà, et c'est un petit peu ça, cette pratique du miroitement, c'est voilà, se mettre dans des contextes privilégiés pour se, se donner ces regards d'amour qui sont tellement précieux pour la croissance, pour le développement de toutes les facettes qui sont en nous. Et j'ai envie de dire, peut-être que ceux
qui s'engage dans une formation dans l'Institut Ereçois qui pousse, je dirais, cet apprentissage, cette expérience. Peut-être qu'ils ont le goût d'aller un peu plus loin dans cette expérience. J'aime bien cette image des athlètes, quoi. On n'a pas tous envie d'être des athlètes olympiques, quoi. Mais voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Est-ce qu'on peut réussir à créer voilà, une équipe de gens ou un petit centre de recherche, un institut de recherche sur voilà, cette notion de miroitement qui peut voilà, nous amener à nous découvrir toujours davantage dans ces facettes qui nous constituent. Donc ça, je dirais vraiment que c'est voilà, le miroitement de l'âme, c'est pas mal ça. On pourrait en parler longtemps, mais je trouvais ça intéressant de faire le lien entre cette pratique, mais aussi l'intégration dans les différentes santé, et de comprendre aussi que certains s'intéressent plus à peut-être d'autres facettes que celle-là. Mais j'ai essayé de vendre la valeur de la santé émotionnelle. Comme d'autres seraient capables aussi de montrer à quel point la santé socio-professionnelle est absolument essentielle. Voilà, chacun prêche pour sa paroisse, entre guillemets, dans le sens que tous les chemins mènent à Rome à la fin. Quel que soit le chemin que l'on prend, à la fin, on est obligé de découvrir qu'elles sont toutes reliées, ces santé. On est obligé, à un moment donné, d'accéder à cette vision plus holistique, plus globale. On le voit bien pour les thérapeutes qui sont dans la salle, par exemple. Peut-être certains se reconnaîtront. On commence par une porte, on commence à prendre soin de la nutrition, du corps, ou du côté recherche intellectuelle, ou du côté d'une facette, ou du côté nature, environnement. Et puis petit à petit, en creusant, en se rendant compte que la réalité, elle est holistique finalement, eh ben, on va devoir explorer telle facette, après explorer telle autre. Moi, c'est mon cas. J'ai commencé mes études en ostéopathie, je suis devenu ostéopathe, et puis rapidement, je me suis passionné par des espaces de recherche un peu plus, et puis après j'ai fait du coaching, et puis je me suis rendu compte de l'aspect relationnel, émotionnel, et puis voilà, j'ai découvert après d'autres aspects. Donc finalement, voilà, tous les chemins nous amènent à cette santé globale. Choisissez celle qui vous parle le plus, et puis à la longue, on va tous se retrouver. Voilà, donc comme s'il y a une partie en moi qui a envie de dire, ben voilà, quelques mots sur le miroitement, quelques mots sur la santé globale. L'Institut Ereçois, c'est un institut de recherche en santé des organisations et des individus. Donc, bien sûr, le miroitement, il est vraiment un outil au cœur de cette recherche, de cette santé globale, de cette santé des organisations et des individus, mais il y a plein d'autres facettes aussi sur lesquelles on travaille, qu'on fait de la recherche pour mieux comprendre les différentes typologies, mieux comprendre les liens entre le corps et le psychisme, mieux comprendre différentes influences qui conditionnent voilà, nos états, nos pensées, comment travailler en équipe. Donc, je dirais qu'il y a quand même différentes facettes sur lesquelles on travaille, mais je dirais qu'à la base, au cœur de la chose, c'est quand même ce regard, cette attitude les uns envers les autres. Et justement, grâce à ça, créer une ambiance propice pour tout le reste. Voilà. Donc, j'aurais envie de dire, voilà pour cette première partie de présentation. On a fait déjà un premier tour. On pourrait, je sais pas si ça fait du sens, mais voilà, peut-être se prendre encore un petit temps plus voilà, en cercle, détendu, partage.